c'est une génération. Ça fait 9 ans que je suis là. C'est long pour les gens. Non, enfin, en tout cas, on a épousé une époque ensemble. Ce que je veux dire, c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on on a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Alors bien sûr, ça fait 9 ans, on a traversé de drôles de périodes, dit le président de la République, avec le regard tourné vers le ciel, comme s'il commençait à se souvenir, à faire le bilan de l'Élysée. Sauf qu'auparavant, dans cette interview, il a fait le bilan de ses 9 ans. Donc il parle de la guerre en Ukraine, du Covid, du Groenland, de tous les problèmes que la France a connus, et il finit par dire oh, bah, c'est chouette la vie, etc. Je pense qu'il pense à lui-même. Il y a toujours chez lui l'autosatisfaction qui s'affiche. Il ne peut pas le cacher. Il est content d'être là. Il est content d'avoir vécu ça. Je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais là, il va chez Brut pour parler aux jeunes. Hein. Quand il va chez Brut, il se dit, je parle aux jeunes. C'est pour ça qu'il parle comme ça, d'ailleurs, un ton un peu détaché. Mais c'est quand même la même semaine que la tentative d'assassinat sur cette enseignante. C'est la même semaine que des faits d'ultra-violence qui touchent les jeunes nous inquiètent. Et là, il dit, c'est chouette la vie. Dans un moment quand même d'angoisse aussi par rapport à ce qui se passe dans le monde, avec des guerres autour. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas un décalage total? Joël. Ouais, mais en même temps, il est aussi sur un petit nuage. Il vient de vendre 1000 paires de lunettes, 1000 paires de lunettes à lui seul. Je peux te dire que l'économie française, ça repart. Ah, Donc, le commerce extérieur, les chiffres sont pas trop mal. C'est pas trop mal, ça d'ailleurs. c'est vrai, c'est pas trop mal. Non, attendez, le déficit est moins fort. Moins fort, oui, oui, mais c'est ça. C'est Je rappellerai que nos amis italiens, ont un excédent. Voilà, c'est vrai, c'est mais possible. Regarde aussi. Non, mais on il peut faut toujours se satisfaire la de ce qu'on a. vérité. Première chose, c'est que ça fait 9 ans qu'il est là et que c'est un peu comme moi. J'avais l'impression d'avoir connu que François Mitterrand. À un moment, c'était mon président à vie. Et je pense que pour beaucoup de jeunes qui avaient peut-être, qui étaient en primaire quand Emmanuel Macron est arrivé et qui sont à la fac maintenant, bah, pour eux, c'est Macron, c'est leur président, tu vois. Et donc, il fait référence avant ça, à la vidéo qu'on lui montre, qui parle de la France à Macron. Parce que c'est une expression très populaire, d'ailleurs que ma fille emploie aussi, la France à Macron, qui définit, malheureusement pour lui, la galère, en fait. Quand les gens utilisent cette expression, c'est pour décrire la galère. La dernière fois, j'étais au McDo et il y avait des policiers en pause, je pense, qui venaient chercher leur menu. Et ils se demandaient s'ils allaient faire des heures sup. J'entendais comme ça dans la queue. Et ils disaient ah ouais, non, mais dans la France à Macron, c'était des jeunes policiers dans la France à Macron, bien sûr que je vais faire des heures sup. Il y a quelques mois, ma fille cherchait un stage. Et elle ne trouvait pas de stage. Donc, elle faisait toutes les boutiques. Elle rentrait chaque soir bredouille. Je lui dis, alors, ça marchait et tout. Elle me dit non. Après, elle me dit, ah là là, maman, dans la France à Macron, c'est plus facile de voler le Louvre que de trouver un stage. Donc, en fait, c'est devenu une expression pour dire que dans la France à Macron, on galère. Voilà. Donc, il n'y a pas à s'en réjouir et dire on a passé un bon moment ensemble. Non, ça ne veut pas du tout dire ça. Et je pense qu'il le sait. Charles. Je le trouve, si vous voulez, attendrissant. Mais depuis 10 ans, le pays s'est affaibli. C'est ça, malheureusement, la réalité difficile. Alors lui, il peut dire qu'il a plus ou moins vaincu le chômage, c'est vrai, même si ça repart un petit peu, il faut lui reconnaître ça. Et qu'il a essayé de rendre la France plus attractive pour des investisseurs étrangers. C'est vrai aussi, même si ce n'est pas mirobolant. Dans l'ensemble, quand même, le bilan, c'est un affaiblissement assez notable de la France qui se paupérise. Et donc, je ne sais pas si c'est si chouette. Et par ailleurs, je ne sais pas quelle est sa phrase exacte, on a traversé une époque ensemble. Voilà, on a épousé une époque ensemble. Moi, pardon, mais sa famille politique, sa doctrine, cette clique de gens... qui pour certains, je suis désolé, ont été aussi une famille de... C'était terriblement cheap aussi, il faut dire les choses comme elles sont, des nominations de gens complètement incompétents à des postes très importants. Ça a été aussi ça, la séquence qu'on a vécue. Je trouve qu'on a baissé, y compris sur la qualité du personnel politique, parce que
au départ, il y a cette espèce d'idéologie bâtarde où on ne sait pas vraiment ce qu'ils défendent, s'ils sont libéraux ou pas libéraux, s'ils sont patriotes ou pas, s'ils sont... Lui-même, il a souvent changé d'avis. Donc, oui, mais du coup, ça ruisselle. Ça, pour le coup, ça a ruisselé. Et donc, je suis désolé, mais il n'y a pas eu un ministre de la Culture correct tout le quinquennat. Alors, les 2 quinquennats, là, il y aura peut-être quand même Madame Pégard, si j'en crois les confidentiels de presse. Donc là, au moins, on aura... quelqu'un d'à peu près capé pour le poste, mais il y a eu du zigzag sur l'éducation. Blanquer était un bon ministre. Ensuite, on a mis Papendia qui a fait le contraire de Blanquer. Il y a eu des gens notoirement incompétents pour les postes auxquels on les a nommés. Il y a eu beaucoup de choses qui... Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir partagé la même époque, en fait. J'ai plutôt attendu que ça passe. C'était 9 ans pour rien. J'en sais rien. Non, mais après, que lui soit de bonne foi et qu'il ait essayé de faire de son mieux, etc., d'agréger le plus de gens possible et tout, peut-être. Mais le bilan, c'est quand même un pays qui est très affaibli. Et je pense qu'il y a quand même un reproche qu'on peut lui faire, c'est que je crains quand même, sans vouloir l'accabler, mais il a trop succombé à son narcissisme. Mais évidemment, mais parce que et ça a quand même un peu déteint sur tout. C'est l'histoire d'un hyper-présidentialisme, c'est l'histoire d'une rupture et c'est l'histoire d'une dissolution, quoi. Il est arrivé à dissoudre la politique, Macron. Il est arrivé en ayant dissous les autres partis. Il a dissous les LR, il a dissous le PS et il a surgi de nulle part avec un parti qui n'existait pas et qui, dans sa forme même, n'existait pas puisque les adhésions sont gratuites. Et qui n'existe toujours pas vraiment. Et on se souviendra de Macron, mais on ne se souviendra absolument pas des gouvernements Macron. On ne se souviendra absolument pas des ministres Macron. Donc il a dissous à la fois les gens qui l'entourent et il a dissous tout le monde politique autour de lui. C'est l'histoire d'une dissolution. En fait, c'est un prestidigitateur. Il fait disparaître les gens, Macron, quoi. Et il reste que lui. Donc évidemment, il dit c'est chouette. On a traversé des périodes. C'est chouette, c'est la vie, mais en fait c'est de lui dont il parle, quoi. J'ai traversé et je suis toujours là, les gars. Et c'est chouette parce que malgré tout je suis toujours là, mais ce qu'il oublie de dire c'est que certes il a subi des crises type gilets jaunes, Covid, etc., mais il en a créé d'autres. Quand il dissout l'Assemblée, personne ne lui demande de le faire. Les gilets jaunes, il l'a créé aussi. Et il le crée. Et les gilets jaunes, tu as raison, il le crée parce qu'il veut pas, il ignore totalement les corps constitués que sont les syndicats, et donc évidemment, il a la rue en face. Mais donc, il y a une façon de faire qui est cet hyper-présidentialisme. On disait Jupiter à l'époque. Donc il est seul à exister, il est seul à rester. Parce qu'il est persuadé qu'il est le seul. Et au final, il dit c'est chouette. Moi je pense qu'il est seul. Mais c'est pas on a épousé, c'est mais attends, il est seul pourquoi ? Parce qu'il est persuadé d'être le meilleur. Oui, parce qu'il est persuadé d'être seul à avoir. Regarde, ce qui il supporte pas d'avoir des gens forts en face de lui. Donc pour rejoindre ce que dit Charles, il y a eu un effondrement de la classe politique et en particulier au niveau de son propre parti parce qu'il ne veut personne. Donc il choisit des gens qui peuvent. Je pense qu'il est persuadé de savoir mieux que les autres. C'est le syndrome du bon élève. D'ailleurs, moi je suis toujours étonné que quand il parle d'un sujet, et d'ailleurs les gens qui le rencontrent disent c'est formidable, il maîtrise tellement bien les dossiers. Oui, sans doute, parce que c'est le bon élève. Alors il maîtrise, mais il va plus loin. C'est-à-dire qu'il t'explique ensuite. Moi j'ai toujours été frappé par cette séquence il y a quelques temps. C'était après le Covid où il visite un hôpital. Il est face à une infirmière qui doit avoir 25 ou 30 ans de métier et il lui explique son métier. Il lui dit maintenant il faut faire comme ci, comme ça. Je me dis quand même quel culot ce président qui n'a pas une grande expérience de la vie, qui n'a pas une grande expérience de la vie et qui explique à une infirmière qui fait ça depuis 30 ans comment elle devrait faire. Et il a fait ça pour tout. Les jeux vidéo, il va nous expliquer c'est quoi un jeu vidéo, etc. alors qu'il n'y connaît rien. Et ce côté je sais tout et donc j'ai pas besoin d'être entouré de gens de talent puisque de toute façon c'est moi le meilleur. J'ai pas besoin d'avoir de mon ministre puisque je suis moi-même le meilleur. On va en parler avec Vincent qui est avec nous. Vincent qui est directeur d'école. Bonjour Vincent, en Gironde. Oui, bonjour. Du côté de Bègle. Alors on a épousé l'époque ensemble, Emmanuel Macron et nous. Qu'est-ce que vous en dites, Vincent ? Alors il y a deux choses sur le fait d'épouser là. Il y avait quand même
beaucoup soutenu Monsieur Depardieu, donc je pense qu'on n'a pas la même idée du consentement avec Monsieur Macron, parce que ce mariage, clairement, il est forcé, surtout vu les résultats. On va pas revenir sur le fait que la NFP était premier aux dernières élections législatives. Il a décidé de pas nommer un seul ministre de ce groupe-là. Donc le fait d'épouser, moi, j'ai rien épousé avec lui, ça a été complètement contraint et forcé. Et ensuite, surtout sur Macron, ce qui me faisait penser à un truc, quand j'étais en fac d'histoire, j'avais étudié la Révolution française, et je sais pas si vous savez, mais Louis XVI, dans son carnet personnel, le jour de la prise de la Bastille, il y a écrit rien. Voilà, dans son carnet. Preuve d'une totale déconnexion vis-à-vis de ce qui était en train de se passer. Et je trouve que Macron, en fait, c'est une nouvelle fois la caricature du déni du monde dans lequel il est. Alors je pense qu'il en est quand même un minimum conscient, j'espère pour lui et pour sa santé mentale qu'il s'en rend quand même un minimum compte, mais la plupart des combats en plus qu'il avait promis de mener, des combats essentiellement souvent sociétaux, je veux dire, la défense du droit des femmes, on voit où est-ce qu'on en est, il s'est trompé surtout, je veux dire, il avait promis d'être le rempart contre l'extrême droite. On voit maintenant que l'extrême droite est au port du pouvoir. Je revoyais ce matin le chiffre du nombre de SDF en France, qui a doublé. On est passé de 120 personne ne dormira dans la rue. Voilà, et on est passé de 120 000 à 350 000. C'est même pas une... Vous vous rendez compte, donc en fait, moi je trouve... Et les déserts médicaux, on en parle? Non, mais c'est ça, mais moi je suis enseignant, donc je peux vous dire dans quel état il a mis l'école aussi, donc... En fait, il y a un côté un peu Néron aussi, vous savez, alors je suis beaucoup dans les images, mais ce côté-là, je vois ma vie C'est ce que disaient nos amis de Benac et Safran. C'est quand même dingue, et enfin, moi je pense que ça pose la question de sa santé mentale, enfin, à ce point-là, enfin, ou alors d'un machiavélisme poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'il est au courant qu'il a foutu la France à feu et à sang. Et dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que moi, ce qui m'inquiète beaucoup désormais, et c'est une des conséquences des deux mandats de Macron, c'est la fracture qu'il y a dans la société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun sujet qu'on peut traiter maintenant sans qu'il y ait un clivage fort, vous voyez, et qui fait que tous les sujets maintenant sont très conflictuels. Alors et on qu'il est dans était une censé société... rassembler tout le monde, puisque le en même temps, c'était plutôt... Enfin, tout le monde, rassembler un maximum pour une sorte d'osmose un petit peu au niveau du pays. Je dis maintenant, tous les sujets que l'on traite désormais sont clivants. Alors je suis pas pour le consensus mou non plus, mais voilà, il a rendu tendu tous les sujets sociétaux. Moi, je suis enseignant, je le vois. La question de la laïcité, la question des oui, mais ça, on disait pareil de Sarkozy. Alors, on disait... C'était moins prégnant, quand même. Alors, est-ce que c'est de la faute d'Emmanuel Macron ou est-ce que c'est la société qui a changé aussi, Vincent? Parce que vous parlez de la laïcité. Alors moi, je suis pas pour le régime présidentiel tel qu'il est, avec ce mec-là qui décide de tout, notamment de pas nommer un gouvernement NFP il y a quelques mois. Mais je veux dire, pour moi, ce type-là est un danger. Vous pouvez me reposer la question, pardon? Pas un danger, il faut pas exagérer non plus. Il reviendra, vous savez, Vincent. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Oui. Il va quitter le pouvoir, il peut pas se présenter une troisième fois. Je pense qu'il va tout faire pour se présenter dans 6 ans maintenant. Oui, et vous verrez la stratégie, parce que là, quand on lui pose dans cette très bonne interview à Brut, on lui demande la question, mais est-ce que vous avez des regrets? Il dit non, c'est pas le temps des regrets. Bien sûr, c'est pas le temps, parce que il le fera après, vous verrez. Pendant les 5 ans, il va faire un livre, il va faire acte de contrition, il va dire effectivement, j'ai changé. Il y a des choses que je n'ai pas réussi. Il y a mon rapport aux Français qui n'était pas génial. Mais vous allez voir, je vais m'améliorer. Et fort de l'expérience de mes 2 premiers quinquennats, je suis prêt pour un 3e. Vous verrez, le scénario est écrit. Il reviendra. Il essaiera. Oui, il reviendra. Dans le jeu, il essaiera. Les autres ont échoué. Alors on va voir, parce que peut-être que François Hollande échouera aussi. Peut-être que François Hollande va réussir. François Hollande échouera aussi. Vincent, je vous remercie d'avoir été avec nous, mon cher Vincent. Je vous souhaite une bonne journée. Il a vieilli avec nous. Justement, parce que Vincent disait il a réussi à cliver la société. Maintenant, tout est conflit. Justement, et ça se voit aujourd'hui parce que il suffit de regarder les sondages. Qui va vers la présidentielle? Aujourd'hui, le favori, c'est Jordan Bardella. S'il laisse les clés l'Élysée à Bardella, ou à Mélenchon. Là, ça sera quand même l'acte final sur son bilan. Ou à Jean-Luc Mélenchon.